Bien, chers auditeurs, je suis très heureux donc de vous adresser cette parole à partir de cette médiathèque de l'Art. Donc, dans le sujet que j'ai choisi, je voudrais vous dire qu'effectivement, dans la liturgie de l'Église catholique romaine, le carême commence le mercredi décembre. Et ce jour-là, avant l'office, le prêtre trace une croix sur le front de chacun de ses paroissiens, après avoir recueilli sur son pouce un mélange fait d'eau bénite et de cendre provenant de l'incinération des rameaux bénis lors des dernières fêtes de Pâques. Il le fait en prononçant ces mots « Memento homo, quia pulvis est, et in pulverem reverteris ». Donc la traduction est simple « Souviens-toi, homme, que tu es poussière, et que tu retourneras en poussière ». Comment nier l'évidence et l'éphémère voyage de l'homme sur cette terre, passage mesuré à l'horloge de l'univers, je dirais. Durant son court cheminement de sa naissance à sa mort, l'homme croît sur une terre qu'il n'a pas choisie, mais qui devient sa terre. Dès l'instant où il émet son premier cri d'être pensant, il va découvrir au fil des jours qu'il n'est pas seul, tout en étant unique. Il est membre d'une famille, d'un hameau, d'un village, d'une vallée, d'une région, d'une nation et d'un monde perdu au sein de l'univers infini. Après l'enfance, puis l'adolescence, consacrée à son éducation, il connaît la vie active au sein de sa société. Il a un métier, il est époux, il engendre et passe le relais de la vie en donnant vie à un enfant. Ce qui est dit pour l'homme l'est tout autant pour la femme. C'est grâce à leur riche complémentarité, après des siècles d'évolution de notre planète, que l'humanité se développe et perdure. Cette croissance ne s'est pas faite sans mal. Nés sur une terre, des groupes volontaires, contraints ou forcés, ont dû s'exiler pour diverses raisons. Ils sont partis vers des terres lointaines et inconnues, chante le poète. Les flux migratoires remontent à la plus haute antiquité. Abraham, à l'appel de Dieu, quitte Ur en Chaldée, traverse l'Euphrate et s'installe dans le pays de Canaan. Dès cet instant, il devient Abraham. Il y engendre Ismaël, puis Isaac. Moïse, père des 10 commandements et du judaïsme, fuit l'Égypte avec tout son peuple, fend les eaux de la mer Rouge, traverse le désert et avant de mourir, contemple la terre promise du haut du mont Nebo. De Babylone, le peuple d'Israël, retenu en exil, pleure sa terre perdue et prie en s'inclinant vers Jérusalem. Son temple a été rasé par Nabuchodonosor. Le prophète Ézéchiel console les exilés et chante le retour sur la terre de leurs ancêtres, tandis que les prêtres mettent par écrit les premières parties de la Bible. Au 5e siècle, les Vandales, peuple germanique venu de la lointaine Scandinavie, envahissent successivement la Germanie, la Gaule, la Bétique en Espagne, puis le Maghreb, où dès 539, ils fondent le royaume de Carthage. Au 7e siècle, les Arabes, porteurs de l'islam, détruisent ce royaume de Carthage, soumettent en partie le peuple berbère, premier occupant du Maghreb, envahissent l'Espagne et s'arrêtent aux portes de Poitiers. Voici quelques exemples parmi tant d'autres dont parlent tous les historiens. En dehors de ces mouvements de masse, il y a toujours eu et il y aura toujours des déplacements de familles ou d'individus.
Au XVIe siècle, Joachim du Bellay, le père de la défense et l'illustration de la langue française, est avec Pierre de Ronsard l'instigateur de la création de la Pléiade. Il est heureux de vivre à Paris dans ce groupe de poètes, mais il doit suivre à Rome son oncle, le cardinal Jean du Bellay. 7 ans plus tard, il meurt à 38 ans, sans avoir revu son cher pays natal. Dans la région nord-est de la Drôme, se situe un plateau justement nommé le plateau du désert, environ 1100 mètres d'altitude. Là, au XVIIIe siècle, vit une famille au hameau des Sapins. Et en patois, on dit le hameau des Chapins. Retenez cette expression Chapin. Un homme en part et remonte vers le nord. Un jour, ses pas s'arrêtent aux portes du village de Mirecourt. Il se marie, il a des enfants et des petits-enfants. L'un d'eux, très doué, est remarqué par un des hommes de l'entourage de Stanislas Leczinski, c'est Nicolas Chapin, qui, suivant son maître en Pologne, viendra vivre à Varsovie. Il deviendra Nicolas Chopin. Il y rencontre Justina Krianowska, l'épouse, et le 1er mars 1810 naît Frédéric Chopin. Voici 2 exemples éclatants. Frédéric Chopin vient vivre en France, mais il est marqué au fer rouge par la nostalgie de sa terre natale qui souffre sous l'occupation russe. Ce sont ses souvenirs d'enfance et de bonheur en opposition avec la triste réalité du moment qui vont lui inspirer les inoubliables polonaises, ces mazurkas, ces valses où à travers un instant de joie aperçut soudain l'éclair d'une orageuse tempête, cris de rage et de douleur. En exil à Rome, Joachim du Bellay pense à son petit Liré et à la douceur angevine de sa terre natale. Toute son œuvre n'existe que par cet éloignement et l'évocation de sa terre alimente son inspiration. Mère de sa création poétique, oui. Quand reverrai-je hélas de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison qui m'est une province et beaucoup d'avantages. Oui, beaucoup d'entre nous retrouvent en ces 4 vers une grande partie d'eux-mêmes, d'autant plus que l'éloignement du lieu, spirituellement et charnellement aimé, avec le temps qui fuit, embellissent les souvenirs. C'est mon cas. Cette profonde et indéfinissable nostalgie ressentie, je l'ai écrite à ma façon, en prologue de mon premier roman, Le Fada, qui fait partie de la première trilogie que j'ai écrite. Je reviendrai vers toi, terre de mes aïeux, qui sent bon la lavande et le tilleul en fleurs. J'irai boire l'eau pure qui jaillit du rocher, la disputant aux merles et aux frêles mésanges. Ce premier roman qui retrace une part de la vie de mes ancêtres et arrière-grands-parents fut pour moi une succession de temps forts, riche en redécouverte de ma terre. Loin de mon cher village, ici, je dirais en exil à Latte, je me plais souvent à revoir en rêve ses rues étroites et pavées, sa chapelle adossée au rempart, ses maisons de pierre aux portes basses et son fier château féodal qui dresse haut son donjon particulier, car en son sommet, bordé par son tour de rond de crénelés, existe un jardin à nul autre pareil. Là y vécut le dauphin de France qui devint Louis XI. Au fil des jours, en noircissant mes pages, je sentais naître en moi un puissant désir d'en savoir plus. Et je jouissais de m'enrichir de connaissances nouvelles et d'apprendre sans cesse ce que l'on ne m'avait jamais dit. Bien souvent,
Tout gamin, j'entendais parler de la filature construite au pied de pont de Barré, sur la rive gauche du Roubion, qui est un torrent dévastateur par ses crues de printemps et d'automne. Cette filature n'exista que parce que dans notre campagne, au milieu du XIXe siècle, il y eut un fort développement de la culture du verre à soie. Pour la première fois dans les familles qui ne vivaient que de la terre, apparaissaient des groupes de femmes et quelques hommes qui allaient à l'usine. La vie des paysans évolua et l'on transforma des greniers en magnaneries. Le village, la plaine et la vallée se scindaient en deux parties, les paysans et les ouvriers. Pour ces derniers, ce n'était pas la semaine des 35 heures, oh non! On revêtait la tenue imposée et dès 14 ans, du matin au soir et du lundi au dimanche, on allait à la filature. Lorsque, au hasard de la lecture de papiers précieux conservés dans une cassette en bois sculpté, j'ai compris en partie les raisons de la modification de mon patronyme également. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une intense émotion. Alors est arrivé le désir d'en savoir plus encore. Cette terre acquise après la Révolution, ce domaine de Parisot, dans la commune de Marsanne, est pour moi quelque chose qui m'a toujours intrigué et qui m'intrigue encore à l'heure actuelle. Et ça a été un très long cheminement à partir de l'arrivée, de la découverte de l'arrivée à Marsanne d'Étienne Pons en 1784 et à la naissance de son fils en 1804. À la Révolution de 1789, dans nos campagnes à Marsanne, comme dans tous les villages de la Valdaine, rien ne peut se comparer avec ce qui s'est passé à Paris, bien évidemment. Dans nos hameaux et dans nos villages, tout le monde se connaissait. Et avant qu'une directive parisienne arrive et soit appliquée en Drôme provençal, il y avait plusieurs jours de diligence. Et puis surtout, un Provençal, Franck, n'est pas un Parisien. Bref, je me suis fait une idée et je crois savoir pourquoi mon patronyme n'est pas celui d'Étienne et pourquoi Parisot fut nôtre. Effectivement, tout ce qui m'a guidé dans ce premier roman et m'a forcé à l'écriture était bien dû à la soif de connaître la terre de mes ancêtres. Parce que le fait de vivre en exil, ici, excitait et accroissait ma curiosité, tout en consolant quelque peu, un petit peu, mon âme inquiète.